Vous écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et le Turkménistan était au centre de l'audience que le président de cette ancienne république de l'ex-Union soviétique a accordé aujourd'hui au Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de brigade Ablaye Maïga. C'est à marge de la troisième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Le grand format de cette édition porte sur l'humour, qui est un moyen efficace de réduire le stress et d'améliorer la santé mentale, selon les spécialistes, nous dira Nyanya Aliou Traoré. Au Cameroun, l'élection présidentielle du 12 octobre se tiendra sans l'opposant Maurice Kanto. Le Conseil constitutionnel a invalidé hier sa candidature. L'émissaire du président américain est arrivé aujourd'hui à Moscou. Steve Witkoff a déjà eu un premier entretien avec le président Vladimir Poutine. Sport Chan 2024, la deuxième journée des matchs de poule démarre aujourd'hui dans le groupe B avec les oppositions Burkina et République centrafricaine et Mauritanie-Tanzanie. Il sera question de l'afro-basket masculin qui commence le 12 août prochain en Angola. La pollution sonore incluant les bruits de moteurs, les tapages nocturnes, a des conséquences sur la santé humaine, notamment celle auditive. Que dit la loi malienne sur les nuisances sonores? Réponse dans la chronique de l'environnement en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Absetou Traoré, assisté de Fousseni Sissoko, mise en ligne par Mohamed Koulibaly. Le développement de ce titre dans quelques instants, mais sachez d'abord que les 4 chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier 2025 au nord-est du Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, ont été libérés sains et saufs dans la soirée du dimanche 3 août 2025. Cette libération est le fruit d'une coordination efficace entre le Mali et le Maroc qui ont mené des investigations avec détermination et professionnalisme. Après leur libération, les anciens otages ont été reçus lundi dernier au palais de Koulouba par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le commentaire de cette libération avec Garibou Pérou. Dimanche 3 août 2025, au crépuscule d'une attente qui n'avait que trop duré, 4 citoyens marocains ont été rendus à la lumière après plus de 6 mois d'un calvaire silencieux. Enlevés dans les confins du nord-est burkinabé à la frontière du Niger, les 4 chauffeurs pris dans l'étau des terroristes recouvrent enfin leur liberté. Cette libération n'est pas le fruit du hasard, elle est née d'une alliance entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale des études et de la documentation du Royaume du Maroc. Les deux services ont conjugué leur savoir et croisant leur expertise comme on tisse patiemment les branches du danger. Ce triomphe est au fond le témoignage que la solidarité africaine, lorsqu'elle est portée par des institutions souveraines, n'est pas un simple élan de rhétorique. Elle devient à la fois force, outil et exemple. Depuis hier soir, dans plusieurs foyers marocains, on célèbre le retour d'un proche. Mais à travers ces retrouvailles, c'est aussi tout un continent qui peut entrevoir un modèle de réponse face aux menaces transversales. Les 4 chauffeurs sont arrachés à l'obscurité. Ceux qui les ont sauvés ne réclament ni louange ni fanfare. Leur victoire est de notre ordre et elle se lie dans les regards apaisés et tenaces d'avoir répondu sans faillir à l'appel de la patrie. C'est cela peut-être qu'il convient désormais de nommer avec plus de justesse la diplomatie de la sécurité. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, poursuit sa visite au Turkménistan où il participe à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Le général de division Ablaye Maïga a été reçu aujourd'hui à Azawa par le président de cette ex-république de l'ancienne Union soviétique, Serdar Berdi Mohamedov. Au centre de leurs échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et le Turkménistan dans plusieurs domaines. Au nom du président de la transition, le chef du gouvernement a remercié le président turkmène pour l'invitation du Mali à cette 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Les échos de cette audience dans nos prochaines éditions. En attendant, le Premier ministre
ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, s'est adressé hier aux participants à cette conférence de l'ONU. Il a porté la voix de la Confédération des États du Sahel au nom des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le général de division Abdoulaye Maïga a noté avec force que les 3 pays de la Confédération de l'AES ont été victimes ces dernières années de la violation de leur droit à l'accès à la mer, cela sous des prétextes fallacieux. Envoyés spéciaux Mamadi Kone et Aliou Touri. C'est ce mardi à 6h, heure locale, soit 23h, heure de Bamako, que le Premier ministre chef du gouvernement est arrivé à Awaza, une zone touristique nationale sur la côte caspienne au Turkménistan. Après Almaty au Kazakhstan en 2003, Vienne en Suisse en 2014, c'est Awaza au Turkménistan qui accueille cette année les 32 pays en développement sans littoral. La rencontre de 4 jours a pour thème progresser grâce au partenariat. Le Turkménistan attend beaucoup de cette 3e conférence car elle doit permettre de relever les défis auxquels sont confrontés les pays en développement sans littoral afin de parvenir à un développement durable mutuel. Serdar Berdi Mohamedov, président du Turkménistan, président de la conférence. Le thème de notre conférence a une importance mondiale. Cette conférence concerne les dimensions clés de l'activité internationale ainsi que les domaines humanitaires, économiques, le domaine social, environnemental et d'autres. Après avoir dénoncé les obstacles liés aux exportations et la volatilité des cours mondiaux, le secrétaire général de l'ONU a affirmé qu'il ne s'agit pas de citer seulement les obstacles, mais plutôt des solutions. Pour lui, il faut lancer une nouvelle dynamique. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Nous devons aussi débloquer des financements concessionnels pour le climat de toute urgence et à grande échelle pour permettre aux pays en développement sans littoral d'investir dans des infrastructures résilientes, un développement durable et une croissance inclusive. Le programme d'action de Awaza fait écho à l'engagement de Séville. Ensemble, ils offrent une feuille de route concrète pour transformer les promesses en capitaux et les capitaux en avancées tangibles. Selon le président de la 79e Assemblée générale de l'ONU, cette 3e conférence se déroule en une année charnière, celle de l'anniversaire des Nations Unies. C'est pourquoi l'ONU vient de décréter le 6 août, journée consacrée aux pays en développement sans littoral. Philemon Yang, président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. L'Assemblée générale, je peux vous l'annoncer, s'engage à servir d'instance principale de soutien aux pays en développement sans littoral. Nous le ferons à travers un suivi rigoureux de la mise en œuvre du programme d'action d'Awaza. L'examen à mi-parcours est prévu pour 2029. Nous allons également promouvoir le dialogue dans ce contexte comme... Après la cérémonie d'ouverture, place à la plénière, au cours de laquelle les pays ont porté leur message à la connaissance des 3000 délégués. 5 panels de haut niveau seront animés lors de cette conférence. Les différents intervenants lors de la plénière pensent qu'il faut repenser le système mondial pour soutenir les 570 millions d'habitants des 32 pays en développement sans littoral dont les économies restent souvent marginalisées, faute d'accès à la mer. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre. La Confédération AES attend du groupe des PDSL une solidarité agissante, y compris en veillant au respect des textes et des principes internationaux. Nous devons donc nous mobiliser chaque fois que des pays ou organisations ont recours à des blocus, des mesures coercitives unilatérales et autres sanctions illégales et illégitimes comme moyen d'enclavement, de pression politique et de déstabilisation contre les pays en développement sans littoral. C'est donc avec beaucoup d'espoir que la Confédération AES prend part à la présente conférence qui nous permet d'évaluer l'état de mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des PDSL pour la décennie 2014-2024. Et d'envisager de nouvelles perspectives prometteuses. Le plan d'action d'Awaza pour la décennie 2024-2034, qui succède à celui de Vienne, s'articule autour de 5 axes dont la transformation structurelle, le commerce et sa facilitation, le transit et la connectivité, le renforcement des capacités d'adaptation, le financement et les moyens de mise en œuvre. Pendant que la conférence de l'ONU sur les pays en développement sans littoral se tient au Turkménistan, la Suisse abrite depuis hier un sommet des Nations Unies sur la pollution plastique regroupant près de 180 pays. L'objectif est de trouver un accord de lutte contre les fléaux en vue de conclure un traité international visant à réduire la pollution plastique. L'Afrique, qui est présente à ces négociations, est favorable à un texte contraignant et ambitieux. Avec seulement 5% de production plastique dans le monde, l'Afrique est le continent où l'utilisation du plastique bat les records, avec des effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine et animale. Selon les chiffres des Nations Unies, la production mondiale de plastique devrait
tripler d'ici à 2060 pour atteindre 1,2 milliard de tonnes par an si aucun accord international n'est conclu d'ici là. L'émissaire américain Steve Witkoff est arrivé aujourd'hui à Moscou à 2 jours de l'expiration de l'ultimatum donné à la Russie par le président américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a été reçu mercredi et aujourd'hui à Moscou par le président Vladimir Poutine. Pour le moment, rien n'a filtré de leur entretien. On sait seulement que les dirigeants russes et l'émissaire américain se sont chaleureusement serré la main d'un air souriant. Les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises, mais aucun de leurs entretiens n'a débouché sur un arrêt des hostilités en Ukraine. Au Cameroun, le verdict du Conseil constitutionnel est tombé hier. Les juges constitutionnels ont invalidé la candidature de l'opposant Maurice Kamto, entérinant ainsi la décision de la commission électorale. Le leader du Manidem ne sera donc pas candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. En revanche, le Conseil a validé les candidatures de 2 autres opposants historiques, Cabral Dibi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et Joshua aussi du Social Democratic Front, SDF. Au total, 12 candidats brigueront la magistrature suprême dont le président est sortant. Le Burundi a un nouveau Premier ministre. Nestor Ntouye a été nommé hier par le président Évariste Ndayishimiye, une nomination ratifiée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le ministre des Finances de l'ancienne équipe gouvernementale dirige un nouveau gouvernement de 13 membres. Ntouye remplace Gervais Ndirakubuka, qui occupait ce poste depuis septembre 2022 et qui est désormais le président du Sénat. Il risque d'épidémie de choléra au Soudan. Selon l'UNICEF et le Bureau onusien des affaires humanitaires, plus de 33 millions de personnes, dont près de 6 millions d'enfants, sont menacées par la maladie. Les risques d'inondation pendant l'hivernage, les déplacements massifs des populations et l'effondrement du système de santé publique provoqués par la guerre ont créé les conditions pour une flambée du choléra. Depuis le début de l'année, 32 000 cas suspects ont été enregistrés, dont 742 décès. Pour le moment, seul le Darfour est épargné, mais la famine menace la population d'El Fachar, capitale assiégée du Darfour Nord, par les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR. L'alerte a été lancée par le Programme alimentaire mondial PAM. Cette région est privée d'aide humanitaire et les prix des produits alimentaires ont explosé, réduisant les capacités de résilience de la population. Les dossiers de cette édition consacrés au pouvoir de l'humour, dans une société en quête de sens et souvent marquée par les tensions, l'humour se révèle être un outil puissant ou un antistress. L'humour est bien plus qu'une forme de divertissement, c'est un moyen de réflexion, d'éducation et parfois même de guérison. Mais quels sont les ressorts de l'humour et comment influence-t-il nos vies au quotidien? Réponse à ces questions dans ce dossier signé Nya Alou Traoré. Le rire est curatif, dit-on, et pour le faire, il faut bien rire de quelque chose. C'est à partir de là où nous parlons de comédie ou d'humour. Les deux se ressemblent, mais n'ont pas la même signification. Magma Gabriel Konati, comédien. La comédie, c'est amener les gens à se voir à travers une espèce de miroir, pour changer de comportement, changer d'attitude, changer de caractère vis-à-vis de cette position que le comédien vous montre. Ce n'est pas la même chose. L'humour sert à détendre. L'humour sert à amener la cohésion sociale. Tout le monde n'est pas comédien, comme tout le monde n'est pas acteur. Alima Togola, artiste comédienne. L'humour, c'est ce art qui permet tout d'abord de provoquer, voire déclencher le rire chez le spectateur, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, on s'intéresse au pouvoir de l'humour. Peut-on rire de tout, avec qui, où et comment? Yacouba Dougouni, sociologue. Si on est dans le cadre de la gestion des ressources humaines déjà, vous allez comprendre que l'humour influence beaucoup le leadership du leader en question. En fait, je veux dire les patrons de l'entreprise. Docteur Ibrahim Aïdara, psychologue. Les journées ne commencent pas forcément bien. Donc quand on a un peu d'humour, ça donne l'épice et les gens oublient parfois aussi de sourire et d'avoir l'humour. L'humour est fait pour divertir, éduquer ou même soigner. L'humour a ce pouvoir de traverser les barrières linguistiques, culturelles et sociales. Psychologiquement, ça fait du bien, ça fait retarder les rides. On dit toujours le rire est contagieux. Quelqu'un qui sourit toujours, ça donne vraiment une onde positive à celui qui le regarde ou qui l'écoute. Si l'on réfléchit bien à l'influence de l'humour,
on se rend bien compte qu'il a cette capacité unique de transformer des situations délicates, d'apporter du réconfort et de renforcer les liens humains. L'humour, ce n'est pas s'insulter, mais c'est amener les autres à baisser la tension lorsqu'il y a une crise qui éclate. C'est la meilleure méthode même de communiquer avec les étudiants d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants n'aiment pas la pression. Aujourd'hui, avec les méthodes participatives, on est obligé d'avoir cet élément-là. Et derrière, les enseignants sont formés à cela. Soigner par le rire, c'est bien possible. Oui, les bienfaits de l'humour sur la santé ne sont plus à prouver. Docteur Ibrahim Aïdara, psychologue. Il y a des gens qui perdent espoir parce qu'ils sont confrontés à un problème donné. Et donc, en disant les choses avec de l'humour, ça banalise. Et donc, du coup, on ne prend plus tout à cœur. C'est vraiment vivement recommandé de rire. Et quand il y a des sketchs, il faut toujours aller voir des spectacles. Question, est-ce que humour et politique font bon ménage? Magma Gabriel Konati, comédien. ATT qu'il repose en paix, il a un moment, à la Biennale de Ségou, quand il a dit qu'il n'a pas de table, si un Koulibaly pouvait venir se baisser pour qu'il puisse écrire son discours là-dessus. Mais ça a détendu l'atmosphère, ça a fait rire tout le monde. Ça, c'est la plaisanterie qui existe entre les Koulibaly et les Touré. Qu'il soit utilisé pour éduquer, guérir ou désamorcer des tensions politiques, l'humour est un puissant et polyvalent outil capable de transformer la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde. Il reste une force et doux mais indéniable levier d'intégration dans nos relations humaines. Ce générique annonce la page sport de cette édition, page dans laquelle il sera question du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 et du tournoi IFOA féminin de la zone Ouest A au Sénégal. Mais commençons par le basketball, notamment l'Afro-Basket senior masculin qui démarre le 12 août prochain en Angola. Le Mali est logé dans le groupe D en compagnie du Sénégal, de l'Égypte et de l'Ouganda. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Balle au panier après l'Afro-Basket Senior Dames en Côte d'Ivoire, marqué par le sacre des Nigérianes, victorieuses en finale devant les Aigles basketteuses. Les regards sont désormais tournés vers l'Angola où se déroulera du 12 au 24 août prochain la 31e édition de l'Afro-Basket Senior masculin. La compétition qui verra la participation de 16 nations issues des qualifications s'annonce très relevée. Les équipes sont réparties comme suit. Dans le groupe D, il y a le Mali, le Sénégal, l'Ouganda et l'Égypte. Dans le groupe A, nous avons la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo et le Rwanda. La Tunisie, le Nigeria, le Cameroun et Madagascar sont dans le groupe B. Le groupe C est composé du pays hôte l'Angola, du Soudan du Sud, la Guinée-Conakry et la Libye. L'équipe du Mali, sous l'impulsion du coach Aladji Diko, est déjà sur place en Angola. Après un stage bloqué de quelques jours, football tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA féminin zone USA a démarré hier à la faveur de la première journée. Et belle entrée en lice pour l'équipe championne du Mali, à savoir l'USFAS, qui a battu 2-0 Aigle de Médina du Sénégal. La deuxième sortie de l'USFAS est prévue ce vendredi et ce sera contre Ram Camara de la Sierra Leone. À l'issue de la compétition, l'équipe qui termine première se qualifiera pour la Ligue africaine des champions au niveau des dames. Toujours football, le championnat d'Afrique des Nations CHAN. L'édition 2025 bat son plein en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, qui co-organise l'événement footballistique continental réservé aux joueurs locaux. La première journée des rencontres de poules a pris fin hier mardi par les affiches du groupe D. Match nul 1 but partout entre le Congo et le Soudan. Et victoire 1-0 du Sénégal face au Nigeria. La deuxième journée des matchs de poules débute ce mercredi avec les oppositions Burkina Faso, Centrafrique et Mauritanie, Tanzanie. Quelques nouvelles. Testée par la Coupe du Monde des clubs, la sonorisation des arbitres fait un grand pas en Italie. En effet, le responsable des arbitres de la série A et B, Gianluca Rossi, annonce que les hommes en noir pourront expliquer leurs décisions. Après une intervention de VAR directement à l'ensemble du stade et aux téléspectateurs depuis le terrain. Une avancée significative en matière de communication qui sera une des particularités au compte de la nouvelle saison en Italie qui profile à l'horizon.
Après s'être retiré de la Supercoupe de son pays, Al Hilal sera exclu de la Supercoupe d'Arabie Saoudite 2026-2027 si elle se qualifie, a indiqué la commission disciplinaire et éthique de la Fédération saoudienne de football. Cette Supercoupe devait se dérouler du 19 au 23 août prochain à Hong Kong et Al Hilal s'est retiré en invoquant la fatigue de ses joueurs après la campagne de la Coupe du Monde des clubs. Chronique de l'environnement. Dans les grandes villes comme dans certaines localités rurales du Mali, le bruit s'est imposé comme une présence permanente. Entre moteurs, klaxons, haut-parleurs, lieux de culte et maquis, la pollution sonore est devenue un mal du quotidien. Et pourtant, peu de citoyens en mesurent les effets nocifs sur leur santé et leur équilibre psychologique. Les nuisances sonores au Mali, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Le vacarme urbain est aujourd'hui un décor sonore devenu normal au Mali. Dans la circulation, sur les marchés, dans les lieux de culte ou les bars, le volume grimpe. Un brouhaha constant, souvent insupportable. Selon Mme Traoré Assetou, habitante d'un quartier de Bamako qui garde l'anonymat, on ne dort plus. À partir de 20h, le maquis d'à côté met la musique à fond. Même les prières sont souvent couvertes. Les enfants se réveillent en pleurant. On a déjà porté plainte, mais rien. Ce bruit continu n'est pas anodin. Il engendre stress, insomnie, fatigue, nervosité et parfois même des troubles auditifs. Dr Koita Makan, otorhino-laryngologiste ORL à l'hôpital du Mali. Les principaux effets du bruit sur la santé auditive au Mali sont principalement les pertes auditives induites par le bruit. On a les acouphènes qu'on appelle principalement, qu'on appelle couramment les bourdonnements ou bien les sifflements dans les oreilles. Nous avons l'hyperacousie qui se définit par une hypersensibilité douloureuse au son modéré. Nous avons aussi des troubles du langage chez les enfants, qui ont un impact négatif sur le développement du langage et de l'apprentissage. Nous avons des conséquences psychosociales qui se traduisent par l'isolement, une difficulté de communication, une perte d'estime de soi. Notre recommandation est basée principalement sur les campagnes de sensibilisation ciblées dans les écoles, les gares, les marchés. Également, une réglementation nationale sur les seuils sonores qui ne doit pas être supérieur à 85 décibels pendant plus de 8 heures. Le dépistage auditif précoce bien suivi en soins primaire, le renforcement aussi, la formation des oreilles. Pourtant, la législation malienne existe. Le Code de l'environnement, dans son article 43, parle bien de la pollution sonore, mais il reste très peu appliqué. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Le Mali a élaboré le décret 396 PRM du 6 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions sonores. Pour appliquer impérativement, il y a ce qu'on appelle les niveaux sonores. Ces niveaux sonores est la valeur de l'énergie acoustique qui est revenue par une source de bruit. Donc, cette valeur est exprimée en décibels. Et pour mesurer, une classification des milieux ambiants est faite. Et donc, on a 4 principales zones de sensibilité. La première zone de sensibilité concerne les zones de détente et les formations sanitaires et sociales. La deuxième zone concerne les zones d'habitat et celles réservées aux installations publiques. La troisième zone de sensibilité, c'est les zones mixtes d'habitation où des entreprises artisanales peuvent être admises. Et comme quatrième zone de sensibilité, ce sont les zones industrielles et les zones aéroportières. Pour déterminer les valeurs limites de ces émissions, il y a un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'urbanisme et des collectivités, normalement, qui doit être pris. Pour le moment, on est en train de faire les mesures avec les normes internationales. Et donc, s'il y a un défi qui s'impose, ce défi ne peut être que l'élaboration d'une norme nationale pour déterminer les valeurs limites des émissions. Un problème qui n'est pas que technique, il touche aussi à notre culture sonore. Selon Amadou, docteur en droit de l'environnement, les solutions idoines sont les campagnes de sensibilisation ciblées et l'utilisation des spots radio en bambara et en français, des affiches dans les quartiers et les marchés, implication des leaders communautaires, des chefs de quartier,
imams, pasteurs, artistes, enseignants. Intégrer des modules sur l'environnement sonore dans l'éducation civique ou scientifique, mobiliser les artistes et influenceurs. Les chanteurs, comédiens ou animateurs sont écoutés. Ils peuvent créer des contenus, clips, sketchs sur TikTok qui traitent du respect, du calme avec humour et émotion. Le bruit est partout, mais le silence devient rare. Face à cette nuisance qui abîme corps et esprit, il est temps d'agir. La solution ne viendra pas que des autorités, elle commence dans chaque foyer, dans chaque quartier, chaque citoyen. C'est la fin de cette édition présentée par Siaka Konati et réalisée par Soumandao, mise en onde par Absetou Traoré, assisté de Fousseni Sissoko. La mise en ligne étant assurée par Mohamed Koulibaly. Une édition à retrouver sur nos plateformes digitales. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer avec Kani Keita. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.